personnel.
Bonjour, rebonjour. Donc, on va entamer notre deuxième session. On va voir ensemble le deuxième cours, rein et hypertension artérielle. Donc, j'espère que cette session va pas mieux passer que la précédente. Donc, juste une petite remarque. Pour vos questions, vous les laissez à la fin de la session. Il faut les poser par message. Donc, je répète. Pour vos questions, il faut les laisser à la fin du cours. Il faut les poser par message et je vais répondre à la fin du cours. D'accord? Donc, rebonjour. Donc, on va voir aujourd'hui ensemble le rôle du rein dans le contrôle de la pression artérielle. C'est quoi la pression artérielle ou tension artérielle? C'est la force ou pression que le sang exerce sur la paroi des artères. Donc, comme vous savez tous, il y a une pression, la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique. La pression artérielle systolique, c'est la pression dans les artères lors de la contraction du ventricule gauche, alors que la pression artérielle diastolique, c'est la pression dans les artères lors de l'arrêt de la contraction du ventricule gauche. L'hypertension artérielle est considérée comme un facteur de risque cardiovasculaire et rénal majeur. Il y a des facteurs qui favorisent cette hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est associée au tabagisme, à l'obésité, à la consommation d'alcool et au niveau socio-économique plus bas. Donc, je répète, l'hypertension artérielle est considérée comme un facteur de risque cardiovasculaire et rénal majeur. Elle est associée généralement aux patients tabagiques, aux patients obèses qui consomment beaucoup d'alcool avec un niveau socio-économique bas. Le rein joue un rôle central dans le contrôle de la pression artérielle. Donc, s'il y a hypertension artérielle, soit que le rein est complice, soit qu'il est coupable. Donc, il y a les causes rénales représentent 5% de l'hypertension artérielle secondaire. C'est là l'intérêt de notre cours. Donc, étudier le rôle du rein dans le contrôle et dans la genèse de l'hypertension artérielle. Le rein joue un rôle central dans le contrôle de la pression artérielle en agissant sur les deux composantes de la pression artérielle, la volémie et les résistances. Donc, bien sûr, le rein contrôle la volémie en maintenant une balance sodique nulle. Donc, le contrôle du sodium ou de la natrémie, c'est le rôle majeur du rein. Donc, le rein va contrôler la pression artérielle via la volémie et via les résistances vasculaires périphériques. Comment il va agir le rein? Donc, le rein, il est le siège de sécrétion de facteurs, voilà, des hormones vasoconstrictrices. C'est tout, essentiellement, le système rénine-angiotensine et les catécholamines. Comme il est le siège de la sécrétion des hormones vasodilatatrices, essentiellement les prostaglandines. Les prostaglandines vasodilatatrices. Donc, le rein va contribuer au contrôle de la pression artérielle par les deux composantes, soit la volémie, soit les résistances vasculaires périphériques. Donc, cette plaque élucide la physiologie de la pression artérielle. Donc, la pression artérielle, c'est la résultante de débit cardiaque qui multiplie les résistances périphériques. Donc, le débit cardiaque, lui-même, il est la résultante du volume d'éjection, le volume d'éjection systolique qui multiplie la fréquence cardiaque. Donc, la volémie, le rein intervient dans le contrôle de la pression artérielle en régulant la volémie et surtout la balance sodique. Le rein intervient au niveau des résistances vasculaires en sécrétant des hormones vasoconstrictrices et des hormones vasodilatatrices. Les hormones vasoconstrictrices à leur tête, l'angiotensine 2, et les hormones vasodilatatrices, c'est tout les prostaglandines. Comment définir une pression artérielle? La pression artérielle est définie par une pression artérielle systolique supérieure à 140 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique supérieure
ou égale à 90 mm de mercure au cabinet médical et persistant dans le temps. En l'absence de traitement, l'hypertension artérielle peut être à l'origine de graves lésions cardiaques et des vaisseaux sanguins, surtout essentiellement les AVC. Donc l'hypertension, je me répète, l'hypertension artérielle est définie par une pression artérielle systolique supérieure à 140 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique supérieure à 90 mm de mercure. L'hypertension artérielle, pourquoi on traite l'hypertension artérielle? Parce que l'hypertension artérielle est considérée comme un tueur silencieux. Si on traite traite pas l'hypertension artérielle, il y a risque d'avoir des complications, telles que les accidents vasculaires cérébraux, les insuffisances rénales chroniques, les insuffisances coronariennes, les insuffisances cardiaques. Donc, il faut savoir que l'hypertension artérielle est responsable de 8 millions de décès par an dans le monde. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut traiter et bien traiter cette hypertension artérielle. Donc, il y a différents grades d'hypertension artérielle. L'hypertension grade 1 ou légère, donc, elle est définie par une pression artérielle systolique entre 140 et 150 mm de mercure et une pression artérielle diastolique qui varie entre 90 et 99 mm de mercure. Une hypertension artérielle grade 2 ou modérée qui est définie par une pression artérielle systolique qui varie entre 160 et 179 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique entre 100 et 109 mm de mercure. Et troisièmement, l'hypertension artérielle grade 3 ou l'hypertension artérielle sévère qui est définie par une pression artérielle systolique supérieure à 180 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique supérieure à 110 mm de mercure. Trois grades, grade 1, grade 2, grade 3. Le grade 1, donc une pression artérielle systolique entre 14 et 15,9 cm de mercure, une pression artérielle diastolique entre 9 et 9,9 cm de mercure, une hypertension artérielle grade 2, donc une pression artérielle systolique entre 16 et 17,9 cm de mercure, et ou une pression artérielle diastolique entre 10 et 10,9 cm de mercure. L'hypertension artérielle grade 3, c'est défini par une pression artérielle supérieure à 180 mm de mercure ou 18 cm de mercure et 11 cm de mercure. Quelles sont les méthodes de mesure de la pression artérielle? Il faut savoir qu'il y a trois méthodes de mesure de la pression artérielle. La mesure conventionnelle, utilisée en pratique courante, c'est la mesure au cabinet ou au service, la mesure de la pression artérielle au cabinet. Il y a l'automesure tensionnelle à domicile et la mesure ambulatoire de la pression artérielle ou la MAPA, la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Trois mesures, donc la mesure conventionnelle au cabinet, l'automesure à domicile et les mesure ambulatoire de la pression artérielle. C'est l'intérêt de l'automesure à domicile et la mesure ambulatoire de la pression artérielle, c'est pour diagnostiquer l'hypertension artérielle blouse blanche et l'hypertension artérielle masquée. L'hypertension artérielle blouse blanche, j'ouvre une parenthèse, l'hypertension artérielle blouse blanche, c'est des patients qui sont normotendus en dehors du cabinet médical, quand ils consultent chez le médecin, donc du fait du stress, donc ils développent une hypertension artérielle. C'est ce qu'on appelle l'hypertension artérielle blouse blanche. L'hypertension artérielle masquée, c'est le contraire. Donc, on n'arrive pas à diagnostiquer l'hypertension artérielle au niveau du cabinet, alors que le patient il est hypertendu. D'où l'intérêt d'utiliser ces deux méthodes, donc l'automesure à domicile et la MAPA. La MAPA, elle a comme inconvénient, donc surtout le coût, elle est chère et elle est difficile à mettre en place. D'accord? Et actuellement, la tendance, c'est de surtout favoriser l'automesure à domicile. L'hypertension artérielle sera affirmée si l'automesure ou la MAPA révèle des chiffres de pression artérielle systolique supérieure à 135 mm de mercure ou une pression artérielle diastolique 85 mm de mercure. Là, vous avez remarqué que les chiffres s'abaissent. Donc, au cabinet, elle est définie par une pression artérielle supérieure à 140 mm de mercure pour la systolique et ou une pression artérielle diastolique à 90 mm de mercure. Par contre, quand on utilise la MAPA ou l'automesure à domicile, une hypertension artérielle elle est définie par une pression artérielle systolique supérieure à 135 mm de mercure pour la systolique et 85 mm de mercure pour la diastolique.
Donc là, c'est un tableau qui récapitule. Donc, au cabinet, donc, il faut avoir des chiffres tensionnels inférieurs à 140-90 mm de mercure. Au-dessus de 140 et 90 mm de mercure, on est devant une hypertension artérielle. L'automesure, donc, si les chiffres sont supérieurs à 135 et 85 mm de mercure, on parle d'hypertension artérielle. Pour la MAPA, donc, au cours de la journée, c'est 130-80 et au cours de la nuit, c'est 130-80 mm de mercure et la journée, c'est inférieur à 135-85. Là, vous avez des images sur la prise de tension au niveau du cabinet et l'appareil de MAPA, la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Pour bien mesurer la pression artérielle, pour mieux contrôler la pression artérielle, c'est pour un diagnostic correct, actuellement c'est la MAPA. C'est la MAPA qui permet le diagnostic avec certitude de la pression artérielle. Comment évaluer un patient hypertendu? Toujours, il faut commencer par rechercher les facteurs favorisants ou les facteurs aggravant l'hypertension artérielle. Le poids et surtout le calcul de l'indice de masse corporelle. Donc, il faut savoir qu'un indice de masse corporelle correct doit être inférieur à 25 kg par mètre carré. Entre 25 et 29, on parle du surpoids. Supérieur à 30, entre 30 et 35, donc on parle d'obésité. Supérieur à 35, on parle d'obésité morbide. Donc c'est très important d'avoir le poids du patient, la taille pour calculer l'indice de masse corporelle qui est la résultante du poids sur la taille au carré. La mesure de pression artérielle, bien sûr, il faut prendre la pression artérielle au niveau du bras. Il faut prendre la pression artérielle en position couchée et en position debout. Toujours, il faut rechercher des signes d'hyperhydratation. Il faut apprécier la volimie pour rechercher des signes d'hyperhydratation extracellulaire ou des signes d'insuffisance cardiaque, essentiellement la turgescence des veines jugulaires, un reflux hépatojugulaire. Rechercher les signes d'apnée du sommeil. Il faut rechercher un gros rein, rechercher des anomalies en faveur d'une anomalie endocrinienne. Bien sûr, la palpation et l'auscultation des pouls périphériques et rechercher un souffle systolique diastolique en péri-ombilical à la recherche d'une sténose de l'artère rénale. Donc, je récapitule comment évaluer un patient hypertendu. Donc, l'examen clinique toujours, il faut avoir une idée sur le poids et la taille du patient pour pouvoir calculer l'indice de masse corporelle, le tour de taille, mesure de la pression artérielle doit être prise, la pression artérielle doit être prise au niveau des deux bras, en position couchée et en position debout. Rechercher les signes d'hypervolémie, donc il faut apprécier la volémie. Rechercher un souffle en péri-ombilical ou lombaire pour le diagnostic d'une hypertension artérielle secondaire à une sténose de l'artère rénale. L'évaluation paraclinique. L'évaluation paraclinique, donc toujours rechercher une hypertension artérielle. Donc toujours, il y a des examens, ce qu'on appelle des examens de première intention. Donc devant un patient hypertendu, il faut toujours demander un bilan rénal, surtout la créatinine plasmatique et avec estimation du débit de filtration glomérulaire. Rechercher une protéinurie, donc la bandelette urinaire qui fait partie de l'examen clinique doit rechercher une protéinurie. Un ionogramme sanguin à la recherche d'une hypocalémie qui va nous orienter vers des causes d'hypertension artérielle. Donc, examen de première intention, toujours au niveau sanguin, il faut avoir un bilan rénal, la créatinine plasmatique avec estimation de débit de filtration glomérulaire, rechercher une protéinurie à l'aide d'une bandelette urinaire et avoir un ionogramme sanguin. Évaluer le risque cardiovasculaire en mesurant la glycémie pour savoir si le patient est diabétique ou non, tout en sachant que les diabétiques ont plus de chances de développer une hypertension artérielle. Bien sûr, un bilan lipidique pour rechercher des facteurs de risque cardiovasculaire associés à cette hypertension artérielle, c'est tout le bilan lipidique, cholestérol, HDL et LDL, les triglycérides. Et en troisième lieu, il faut apprécier, évaluer le retentissement de cette hypertension artérielle en pratiquant un électrocardiogramme et un fond d'œil.
Évaluation, en dernier, l'évaluation du risque cardiovasculaire. C'est quoi le risque cardiovasculaire? C'est la probabilité de survenir chez un patient d'un événement cardiovasculaire majeur, soit un décès par complication cardiovasculaire, un infarctus du myocarde et un accident vasculaire cérébral. Donc, il y a le risque cardiovasculaire faible, le risque cardiovasculaire moyen et le risque cardiovasculaire élevé. Après évaluation clinique, paraclinique, le retentissement d'hypertension artérielle, il faut rechercher une cause de cette hypertension artérielle. Il faut rechercher une HTA secondaire. Quand est-ce qu'on recherche une hypertension artérielle secondaire? Premièrement, si l'interrogatoire, l'examen clinique ou les examens systématiques recommandés apportent une orientation étiologique. Donc, je donne l'exemple. Si vous pratiquez un ionogramme, vous retrouvez une hypocalémie, une hypertension artérielle associée à une hypocalémie. Il faut penser à un hyperaldostéronisme. Donc là, lorsque vous pratiquez un examen de première intention, vous constatez qu'il y a une anomalie. Donc là, il faut penser à une cause à cette hypertension artérielle. Là, on parle d'hypertension artérielle secondaire. Si cette hypertension artérielle est objectivée, c'est un patient jeune. Donc là, il faut se poser des questions. Le sujet jeune n'a pas le droit de faire d'hypertension artérielle, sauf s'il est atteint d'autres maladies. Donc là, il faut rechercher une cause à cette hypertension artérielle. Hypertension artérielle avec hypocalémie, donc là, il faut rechercher une cause. Hypertension artérielle d'amblysivaire, c'est le patient se présente avec une pression artérielle systolique supérieure à 180 mm de mercure ou une pression artérielle supérieure à 110 mm de mercure lors de la consultation. Toujours là, il faut rechercher une cause secondaire. Et bien sûr, en cas de résistance de l'hypertension artérielle à l'hypertension, en cas de résistance au traitement. Quand est-ce qu'on parle d'une hypertension artérielle résistante? Quand l'hypertension artérielle elle résiste à une trithérapie dont un est un diurétique. Là, on parle d'une hypertension artérielle résistante. Donc, lorsqu'on prescrit chez un patient une trithérapie, et cette trithérapie, elle comporte un diurétique, et malgré ça, le patient continue à avoir une hypertension artérielle, donc là, il faut rechercher une cause secondaire. Quelles sont les causes d'hypertension artérielle? Les causes les plus fréquentes, c'est l'obésité. C'est la première cause d'hypertension artérielle, le syndrome d'apnée du sommeil. Non. Donc, la première cause, donc, il y avait un problème. Donc, la première cause, donc, l'obésité, syndrome d'apnée de sommeil et l'hypertension artérielle médicamenteuse. Attention, l'hypertension artérielle médicamenteuse, surtout les anti-inflammatoires et les estroprogestatifs chez les femmes. Donc, les anti-inflammatoires peuvent donner l'hypertension artérielle. Donc, si vous constatez une hypertension artérielle chez un sujet jeune, vous n'hésitez pas à rechercher la prise médicamenteuse. Et bien sûr, très mieux, c'est la consommation excessive d'alcool. C'est des causes très fréquentes. Les causes peu fréquentes, c'est la maladie rénale et l'insuffisance rénale, sténose de l'artère rénale, l'hypertension artérielle toxique, l'hyperminéralocorticisme, le syndrome apparenté, donc l'hyperminéralocorticisme, l'hyperminéralocorticisme primaire et l'hyperaldo secondaire et le pseudo-hyperaldostéronisme. Les causes exceptionnelles, c'est la coarctation de la aorte, phéochromocytome, dysthyroïdie, acromégalie et des tumeurs aréniennes. Donc, quelles sont les principales situations qui orientent vers une cause spécifique d'hypertension artérielle? S'il faut constater une hypertension artérielle chez un adulte jeune ou adolescent avec une protéinurie, hématurie et une insuffisance rénale, là, il faut penser à une néphropathie. Si vous constatez une hypertension artérielle chez un jeune avec un OAP et une hypocalémie, donc là, il faut penser à une sténose de l'artère rénale. Si vous constatez une hypertension artérielle associée à la triade céphalée, sueur, palpitation, là, il faut penser à un phéochromocytome. Donc, un petit mot concernant l'hypertension artérielle d'origine rénale.
Les néphropathies chroniques et parenchymateuses sont la première cause d'hypertension artérielle secondaire. Donc, elles représentent 5% des hypertensions artérielles secondaires. Toute hypertension artérielle doit conduire à des tests biologiques de dépistage de la maladie rénale chronique. C'est très important. Donc, n'hésitez pas à demander un bilan rénal devant tout patient hypertendu. Donc, c'est considéré comme un examen de première intention. Demander une fonction rénale chez un patient hypertendu est considéré, donc, fait partie du bilan initial de l'hypertension artérielle. Est-ce que le rein est responsable ou simple victime d'hypertension artérielle? Pas toujours simple à trancher entre une néphropathie primitive. Donc, la néphropathie primitive peut être à l'origine d'hypertension artérielle. Donc là, le rein, il est responsable. Le rein, il est coupable. Ou une néphropathie vasculaire secondaire à un HTA. Donc là, le rein, il est victime de cette hypertension artérielle. Quand il y a une hypertension artérielle qui évolue depuis longtemps, peut entraîner des lésions au niveau rénal et elle va donner une néphropathie vasculaire. Donc, une néphropathie vasculaire. Donc, il y a deux situations. Soit que le rein il est coupable, donc c'est surtout le cas des néphropathies glomérulaires qui peuvent être responsables d'hypertension artérielle, ou le rein peut être victime d'hypertension artérielle chronique qui va se manifester par néphropathie vasculaire. L'hypertension artérielle va causer une néphropathie vasculaire, ou ce qu'on appelle la néphroangiosclérose bénigne. La néphroangiosclérose dite bénigne. Quelles sont les néphropathies responsables d'hypertension artérielle? Donc, l'hypertension artérielle aiguë, c'est surtout des glomérulonéphrite aiguë, le GNA post-infectieuse, le syndrome hémolytique urémique, la crise rénale sclérodermique et l'infarctus rénal ou les emboles de cholestérol. Ces pathologies peuvent donner une hypertension artérielle aiguë. Donc, si on corrige les anomalies rénales, tout va rentrer dans l'ordre. Les hypertensions artérielles chroniques peuvent être secondaires à une néphropathie glomérulaire chronique. Vous avez vu le cours avec le professeur Riga. Donc, toutes les néphropathies glomérulaires chroniques peuvent se compliquer d'hypertension artérielle. Les néphropathies héréditaires, essentiellement la polykystose rénale, les néphropathies du reflux, néphropathie interstitielle à un stade tardif. Là, c'est un stade d'évolution tardive de néphropathie interstitielle peuvent se compliquer d'hypertension artérielle. Et les néphropathies diabétiques. Donc, je répète, donc, hypertension artérielle aiguë, elle peut être observée au cours surtout des glomérulonéphrite, syndrome de CHU, le syndrome hémolytique urémique, et l'hypertension artérielle chronique, elle peut se voit essentiellement lors des néphropathies glomérulaires et les néphropathies diabétiques et la polykystose rénale. Les maladies rénovasculaires, ce qu'on appelle les sténoses de l'artère rénale, fréquente chez les sujets âgés et ou les sujets athyromateux, essentiellement diabétiques type 2. Elle est suspectée devant les situations suivantes. Pardon, devant l'HTA précoce avant 30 ans, donc là, il faut penser à une sténose de l'artère rénale, surtout si elle est associée à une hypocalémie, une hypertension artérielle résistance au traitement, une hypertension artérielle associée à une hypocalémie d'origine rénale et un contexte athyromateux symptomatique, ou si le patient présente des OAP récidivants avec une fonction ventriculaire gauche préservée, donc une fonction rénale gauche conservée, là on parle de l'OAP en flash. Si vous avez une hypertension artérielle, donc chez un sujet jeune, résistante au traitement, associée à des OAP réfractaires, donc là il faut penser à une hypertension artérielle secondaire à une sténose de l'artère rénale. Hypertension artérielle et insuffisance rénale. Quelles sont les caractéristiques de l'hypertension artérielle chez les malades atteints d'une insuffisance rénale chronique? Elle est très fréquente. Cette hypertension artérielle est très fréquente, surtout à un stade avancé. Elle est souvent difficile, souvent sévère et difficile à contrôler. On n'assiste pas à une diminution nocturne de la pression artérielle. La diminution nocturne, donc chez un sujet normal, en principe, on assiste à une diminution nocturne de la pression artérielle. C'est ce qu'on appelle le DPER, les sujets d'hyper. Alors qu'au cours des patients atteints d'une insuffisance rénale chronique sont considérés comme des sujets non d'hyper. Qu'est-ce que ça veut dire non d'hyper? Donc, c'est des sujets qui n'abaissent pas leur chiffre tensionnel la nuit. Elle est le plus souvent systolique, donc elle est systolique plus que diastolique. C'est une hypertension artérielle systolique. D'accord? Donc, je répète, donc elle est très fréquente, surtout au stade avancé, souvent sévère et difficile à contrôler.
Elle n'est pas associée à une baisse nocturne de la pression artérielle, elle est souvent systolique. Quels sont les objectifs thérapeutiques au cours de l'insuffisance rénale chronique? C'est premièrement réduire le risque cardiovasculaire et ralentir la progression de l'insuffisance rénale chronique. Quels sont les moyens utilisés? C'est surtout hygiénodiététique, limiter les apports sodés, contrôler les autres facteurs de risque, c'est l'arrêt de tabac, corriger une éventuelle dyslipidémie, bien traiter le diabète, réduire l'impact des facteurs de risque cardiovasculaire non traditionnels, donc spécifiques aux maladies rénales chroniques. Donc, c'est tout l'anémie, il faut corriger l'anémie, corriger les anomalies phosphocalciques. On est très strict sur les cibles tensionnelles chez les malades atteints d'une insuffisance rénale chronique. Donc, on a comme objectif avoir une tension artérielle inférieure à 130 mm de mercure pour la systolique et inférieure à 80 mm de mercure pour la diastolique. Bien sûr, il faut avoir des cibles thérapeutiques, c'est avoir une protéinurie inférieure à 0,5 g par 24 heures. Il y a une place privilégiée pour les bloqueurs du système rénine-angiotensine, donc c'est tous les EEC et les ARAD. Donc, je répète, donc les cibles. Donc, il faut réduire le risque cardiovasculaire et ralentir la progression de l'insuffisance rénale chronique. On dispose des règles hygiéno-diététiques, surtout limiter la limitation des apports sodés, contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels, essentiellement le tabac, le diabète et la dyslipidémie, corriger une éventuelle anémie et des troubles du métabolisme phosphocalcique, et bien traiter, donc avoir des chiffres tensionnels systoliques, une pression artérielle systolique inférieure à 130 et une pression artérielle diastolique inférieure à 80 mm de mercure. Et il y a une place privilégiée pour les EEC et les ARAD. Parmi les autres causes secondaires d'hypertension artérielle, il y a l'hyperaldostéronisme primaire. Donc, c'est l'hyperproduction de l'aldostérone à partir de la zone globule du corticosurinal. Donc, il peut s'agir soit d'un adénome surinalien, soit d'une hyperplasie unibilatérale. Le phéochromocytome, donc l'hypertension artérielle, elle évolue par paroxysme. Donc, elle est associée à une sueur abondante céphalée et des tachycardies. Donc, on confirme le diagnostic par le dosage de la méthylnéphrine plasmatique et urinaire. Donc, on pratique une imagerie, c'est le scanner et l'IRM. Et si on n'arrive pas à trouver de la localisation, on pratique la scintigraphie ou MIPG. En conclusion, pensez à la néphropathie primitive dans la recherche des causes d'hypertension artérielle secondaire. Appelez le néphrologue et discutez une éventuelle PBR si une protéinurie supérieure à 1 g par 24 heures, bien sûr, à la recherche de néphropathie.